Quand j'entends gilets jaunes, j'entends revendications, manifestations, ras-le-bol. C'est le mode de vie qu'il faut changer. Plus de justice sociale. On est trop taxés, nous, les travailleurs. L'impact était moins important ici en Calédonie parce qu'on était sur d'autres questions vraiment importantes. C'était l'autodétermination. La Guadeloupe, en 2009, a fait le même mouvement et ça n'a pas été compris. On a eu ce mouvement des Gilets jaunes ici parce que La Réunion est très solidaire. La manifestation m'a beaucoup bloqué. J'ai eu une perte de salaire importante. Dès que les gens n'ont pas de réponse, ils deviennent violents. Il y a du ménage à faire. Messieurs les politiques, faites gaffe à vos fesses. Je vois mal l'Église interférer là-dedans. J'ai eu l'impression que ça partait dans tous les sens et il faudrait que ce soit un petit peu plus structuré, je pense. Bonjour à tous. Alors, comment les Gilets jaunes se sont-ils manifestés outre-mer? Pourquoi la Réunion a-t-elle manifesté avec tant de virulence? Que demande véritablement le peuple réunionnais au-delà d'un ras-le-bol face à la vie chère? Et est-ce qu'on peut voir derrière ce cri de colère un cri d'espoir? Eh bien, ce matin, nous donnons la parole à 3 femmes, 3 réunionnaises, pour tenter de comprendre ce qui se passe véritablement, ce qu'il s'est passé véritablement à la Réunion. Erika Barretz, bonjour, députée PS de la Réunion et ancienne ministre des Outre-mer. Et puis évidemment, depuis Saint-Pierre à La Réunion, Lorita à l'endroit Payette, conseillère socio-éducative à l'aide sociale à l'enfance. Vous aimez vous présenter, Lorita, comme une militante culturelle, gilet jaune. Et Martine Nourry, conseillère d'éducation au lycée Sainte-Anne et co-initiatrice de la marche des possibles. Alors une première question à vous, Martine Nourry. Cette marche initiée donc fin décembre qui s'est terminée, qui avait pour but d'aller à la rencontre encore des Réunionnais dans les 24 communes de l'île. Elle s'est finie. À quoi elle a servi cette marche? Est-ce que vous avez déjà présenté les doléances rencontrées? Alors, il ne s'agissait pas de recueillir des doléances, il s'agissait vraiment d'aller à la rencontre de la Réunion des possibles, de se dire que sur le territoire, à différents endroits, il y a déjà beaucoup de gens qui expérimentent des façons de faire différentes, qui au-delà de la colère ont des espoirs, essayent de mettre en place des choses différentes. Nous, on a partagé un certain nombre de choses. On a partagé des outils collaboratifs, des outils de démocratie participative pour permettre aux gens, en fait, d'apprendre à se parler autrement. Parce qu'on s'est rendu compte, au moment de ces Gilets jaunes, que la parole s'est libérée. Et une des questions, c'était, maintenant, comment on la travaille, comment on la canalise et qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette parole récupérée, en fait. Donc, c'était vraiment ça, c'est un petit laboratoire, cette marche. Mais alors, il y a eu des tas de laboratoires de démocratiques à La Réunion. Il y a eu cette marche, mais il y a eu des collectifs citoyens, il y a eu des rencontres dans les ronds-points. Est-ce qu'il fallait faire ça encore en plus? Certains qui sont retrouvés, en fait, ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est la pluralité, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon d'être gilet jaune, il n'y a pas une façon d'exprimer une façon de faire différente dans un objectif commun. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait, c'est vraiment travailler sur l'émergence du commun, qu'est-ce qui réunit, plutôt que ce qui désunit. Et certains n'avaient pas trouvé leur place dans les ronds-points, n'avaient pas trouvé leur place dans les grands débats, et ont trouvé leur place là en marchant. Parce qu'après le blocage, il y a eu cette symbolique de la circulation et de la libération, en fait, de cette circulation, se réapproprier notre espace, se réapproprier nos routes et discuter, aller à la rencontre des gens. Alors, à côté de vous, il y a, à l'opposé de vous, puisque vous êtes dans l'est de l'île et Lorita est dans le sud. Vous, Lorita, vous n'avez pas participé à cette marche. Vous êtes allé battre carré sur les ronds-points, comme beaucoup de Réunionnais. Est-ce que vous diriez que c'est un mouvement historique, ce mouvement des Gilets jaunes? Oui, c'est un mouvement historique dans le sens que il y a eu une mobilisation, une très forte mobilisation, et c'est vrai que moi qui militante depuis plus de 30 ans,
J'ai vécu à un moment donné sur un barrage sur le port. Et ben, on avait vu une fusion, une effervescence, une détermination aussi à changer. Voilà, notre société a avancé, à aller de l'avant, et c'est vrai que c'était extraordinaire. Est-ce que, alors, il y a une élue aussi avec vous, hein, avec moi dans cette émission. La classe politique locale a été critiquée par son absence. Vous vous connaissez avec Madame Baretch, j'imagine, parce qu'à La Réunion, tout le monde se connaît. En préparant cette émission, vous m'avez dit, Lorita, que en fait, vous aviez l'impression qu'on avait volé la démocratie au peuple réunionnais. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de dire à Madame Baretch aujourd'hui? Ben oui, moi ce que j'ai vu sur les barrages, j'ai fait plusieurs barrages, et ce qui ressortait, c'était une défiance, une critique, une exaspération par rapport aux politiques. Et les personnes disaient que on a l'impression qu'on nous a demandé de voter, de faire confiance à ces personnes, et finalement, on s'est senti trahi, et que la démocratie même était à mal. Et on dit souvent, beaucoup de gens ne participent plus au vote. Et là, sur les barrages, j'ai entendu les gens dire à quoi ça sert de voter, puisque il y a eu ce sentiment de ne pas être entendu, d'avoir été trahi, d'avoir... voilà, que c'est de la souffrance qui s'est exprimée. Au-delà de la colère, il y a eu de la souffrance. Et les gens, ils étaient en attente de réponses concrètes, d'actions, et même d'être là au quotidien. Et ça, j'avais l'impression que leurs paroles ont été utilisées et qu'il n'y a pas eu de prise en compte. Et la démocratie, du coup, était à mal, et à mal. Alors on va laisser Madame Baretch se répondre à ça. J'imagine que vous avez déjà été interrogée sur cette défiance. Est-ce que cette crise de confiance entre les Réunionnais et la classe politique, elle est irrémédiablement détruite? Alors d'abord, moi je pense que c'est un mouvement qui est historique pour aussi une raison, c'est qu'il n'y avait pas de leadership et qu'il y avait vraiment une prise de parole collective et très différente. C'est la première fois à La Réunion. À chaque fois qu'il y a eu des mobilisations à La Réunion, il y avait monsieur ou madame, un tel représentant, etc., et qui menait la foule. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, dans ce sens, ça a été vraiment historique et ça a été une appropriation de la parole. Le deuxième point, c'est que la parole à La Réunion, elle a été confisquée historiquement. Et en ce sens, la libération telle qu'on l'a entendue a été vraiment historique. Il y a eu un mouvement de défiance, indiscutablement. Elle n'est pas, moi, je ne l'ai pas prise individuellement. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas la bonne méthode de se dire c'est une défiance vis-à-vis de telle ou telle politique. Il y a la classe politique en général. De la classe politique en général. Mais qui de l'œuf et de la poule, je ne sais pas. Le point d'achoppement, c'est vraiment parler. L'espace public n'est pas organisé à La Réunion pour qu'on débatte. Il n'y a pas d'espace public pour débattre. La télé publique n'organise pas les débats, si ce n'est à la veille d'élections. C'est trop tard. On doit, en tout cas, moi je m'efforce depuis que je suis élue. Moi je suis militante aussi comme Lorita depuis bien longtemps. Oui, vous connaissez toutes les deux. Oui, moi j'ai travaillé au conseil départemental, donc dans le cadre professionnel, on a eu à travailler ensemble, mais pas en dehors de ce cadre-là. Donc moi je m'efforce de façon certainement insuffisante, en tout cas je le prends comme ça, de construire les projets, les amendements qu'on porte, le retour du bilan, je fais tous les ans dans ma circonscription, je fais pas dans toute la Réunion, et à chaque fois qu'on va vers les gens, ils ont des idées, ils ont des propositions qu'on porte dans les lois, bon ça marche pas à tous les coups, et quand on fait des reports d'activités parlementaires, ils sont à l'écoute. Et juste, je pense que vraiment, il y a aussi un problème, c'est le problème de la considération. Il ne s'agit pas de donner la parole et faire semblant d'écouter. L'écoute est très important. On écoute, on se met en position d'écoute, on ferme sa bouche et on analyse ce que les gens ont à dire. Et on dit la vérité aussi. C'est ce que Martine, en tout cas, a tenté ou a fait avec cette marche des possibles. Comment vous réagissez, Martine et Lorita, en entendant les propos de Madame Baretch? Est-ce qu'il faut imaginer un nouveau mode de gouvernance
par exemple, de tous ces laboratoires démocratiques qui émergent à La Réunion en ce moment, est-ce que plus d'intermédiaires entre les élus et le peuple, est-ce que ça, on peut imaginer une société sans intermédiaire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez des idées à soumettre ici sur ce plateau, par exemple? En tout cas, nous, ce qu'on a vu, quand on a marché, et même aujourd'hui avec l'apparition des cases du peuple, c'est ce vrai besoin d'espace public, ce que disait Mme Barrette, pour pouvoir débattre librement, sans tabou, mais de façon organisée. Parce que la parole, quand elle se libère, elle peut aller dans tous les sens. On a parfois l'impression que c'est un grand brouhaha, mais en fait, c'est ce qu'on disait, l'école n'a pas forcément appris à discuter, à écouter, à partager. C'est une parole qui vient d'en haut et qui descend. Et là, on arrive vraiment à se dire, il faut que ce soit horizontal. Il faut que chacun puisse être reconnu dans sa compétence, dans son expertise, parce que le fait de vivre dans une société, d'avoir été confronté à des difficultés, d'avoir mobilisé des ressources, c'est que chacun a quelque chose à apporter à cette société. Donc ne laisser personne sur le bas-côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est ne pas recréer de l'exclusion quand on lutte contre une société d'exclusion. Et comment faire? Comment donner cette parole? Comment l'organiser? Là, il y a effectivement les cases qui sont là. Donc en fait, pendant la marche, plusieurs espaces ont été recréés par des collectifs citoyens gilets jaunes pour donner de l'information, pour débattre et pour organiser différentes actions. Donc là, déjà, ça montre qu'il faut que localement, il y ait ces espaces-là, parce qu'il faut être ancré dans un territoire, ancré là où on est, parce que ça donne de la proximité et de l'identité aussi, parce qu'on se reconnaît plus facilement avec des gens qui partagent notre quotidien. Et ensuite, comment partir de cette individualité pour rejoindre l'universel, qui est une deuxième étape. Donc, on avait des cases avant dans les quartiers, qui sont toujours un peu là physiquement, mais pas forcément utilisées, parce que les associations n'ont pas forcément de fonds pour les faire vivre, etc. Et se reposer la question, c'est comment est-ce qu'on fait vivre la proximité dans nos quartiers. Donc ça, c'est une des pistes que vous... C'est une des pistes les politiques publiques peuvent faire. D'accord, c'est une des pistes que vous suggérez. Laurita, vous avez dénoncé, en tout cas dans ce mouvement, le manque de revendications culturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tout à fait. Alors, moi, par exemple, je suis dans une association depuis des années, et nous, notre première préoccupation a été justement de dire comment libérer la parole. Parce que les lieux de débat, de conférences, c'est confisqué par des initiés, par ceux qui portent le savoir, et la population de proximité ou qui est très éloignée de la connaissance, eux, ils participent pas parce qu'il y a un complexe, parce que même si les portes leur sont ouvertes, ils ne viennent pas. Et nous, notre préoccupation a été justement dans la cour, c'est-à-dire au plus près, là où c'est familier, d'instaurer des débats. Et quand moi j'ai fait le constat, dans les revendications de Gilets jaunes, il y a deux points qui n'ont pas été suffisamment relevés, pour ne pas dire du tout. Il y a la culture et l'écologie. Alors comment je dis culture? Parce que on oublie à chaque fois. Nous sommes avant tout un être humain avec une histoire, un parcours, une langue, et qui fait notre identité. Et on s'inscrit dans le monde après. Mais depuis des années, il n'y a pas cette reconnaissance à la hauteur, comme il se doit. La langue créole est encore reléguée au deuxième plan. Ce bilinguisme harmonieux que nous, on le demande, on le souhaite, n'existe pas. Et comment voulez-vous, s'il n'y a pas cette harmonie, comment nos enfants peuvent faire d'autres apprentissages, l'anglais, l'allemand, etc., etc. Vous voyez? Alors, je crois qu'il y a Madame Barrette qui veut réagir aussi à ces propos. Comment s'ouvrir au monde si on n'est pas maître de sa propre histoire et de sa propre identité? C'est ça que vous dites, hein? Ouais, moi, je partage, mais à 2000% ce que dit Madame à l'endroit. Et nous, sur Saint-Denis, par exemple, puisqu'on a mis en place en 2008 un projet éducatif global, et dans le projet éducatif, il y a des actions qui sont toujours en place sur le travail de l'estime de soi. L'accueil bilingue dans les écoles et en maternelle, c'est super simple, ça marche très très bien.
une marionnette en français, une marionnette en créole. Le gamin, il fait la distinction à égalité de langue. C'est pas une langue supérieure à une autre. On est à l'aise dans ce qu'on dit. Et donc, on libère la langue, on détaque la langue. Et quand on a détaqué ça, on détaque l'esprit. On est sur de l'estime de soi. On a des cours de théâtre pour les enfants parce que on doit libérer le corps. Donc l'éducation, mais pas l'éducation absolument comme la machine éducation nationale qui calque un modèle partout. Alors oui, il faut mathématiques, français, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on arrive à adapter. Et ça, on le prend, nous on a mis 465 millions d'euros en 10 ans sur l'éducation en fonds propres à la mairie de Saint-Denis. Il faut le faire sur toute la Réunion. La deuxième chose, c'est que je pense effectivement que l'aménagement des villes doit incorporer aujourd'hui des espaces publics, des petits amphithéâtres dans les quartiers, des petits espaces. Sur le 20 décembre, on a fait 20 décembre la cour. C'est-à-dire qu'au lieu d'entendre des historiens qu'on connaît bien à La Réunion, etc., qui savent beaucoup de choses, sauf que quand qui nous nourrissent aussi. Mais oui, mais quand ils viennent parler, ils savent tellement, ils sont tellement sachants qu'on n'ose plus dire les choses, nous, comment on perçoit le 20 décembre, dans le vivre ensemble, soi-disant. Et donc, l'espace public dans la cour, en transformant ceux qui croient ne pas savoir en sachant, mais dans des sachants commun, j'allais dire. Et puis, je pense aussi que les budgets participatifs doivent être généralisés. Savoir décider, donc quelque part on structure la décision citoyenne dans de l'action. On décide de faire tel projet avec un budget derrière. Et ça, nous on le met en place, mais c'est pas suffisamment développé. Ça doit être aussi à grande échelle. Donc que les citoyens décident, ça proposent, ils décident, il y a un budget en face, ils voient la réalisation, la concrétisation des choses, la difficulté de choisir, quand on a 100 €, on n'a pas 120, mais c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Un travail à faire sur la libération de la parole, sur l'estime de soi, faire presque une psychothérapie de l'île de la Réunion. Ça fait rire, ça fait sourire en tout cas. Mais on va en reparler, mais je voudrais quand même qu'on regarde. On a nos correspondants à La Réunion. On fait le portrait de deux gilets jaunes, enfin de deux Réunionnais qui ont participé à ce mouvement, qui font partie des 40% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une des revendications majeures était celle-là, la vie chère, ne pas pouvoir joindre les deux bouts. On regarde tout de suite le reportage et on en parle juste après. Pendant un mois, les Gilets jaunes ont bloqué La Réunion. Aujourd'hui, la vie a repris son cours, chacun a retrouvé son quotidien. Et pour certains, ce quotidien se trouve ici, en bas de ces tours d'immeubles, dans un des quartiers de Saint-Denis. Pour que les gars gagnent formation, ils gagnent travail, tout ça. Là. Et après, nous va combattre Gilets jaunes, pour moi, plus, on va dire c'est pour plus sur la vie chère. Tu comprends, on a la vie chère, après on a l'emploi qui vient derrière. Les barrages sont levés, mais sur ces marches, personne n'oublie pourquoi ils ont été érigés. Au milieu de ces jeunes, aujourd'hui, il y a Jean-Marie. Il est éducateur dans ce quartier depuis plus de 15 ans. Dans la cité ou sur les blocages, il a le rôle de grand frère. Et l'injustice sociale, il la voit tous les jours. Pour ces jeunes, qu'on va dire, est dans un milieu vraiment, voilà, les minima sociaux, ils triment pour gagner un emploi, ils triment déjà pour autres, on va dire, pour autres vivre. Et des fois, les jeunes n'ont pas de moyens. Des fois, après, quand tu vois que les jeunes des quartiers, qui font des, on va dire comme ça, on va dire, monsieur, mes monteurs, il fait des business, il fait ceci, cela, il est obligé. Parce que nous, sinon ça, il n'y a pas de réponse. Jean-Marie s'est battu pour l'avenir de ces jeunes, mais pas seulement. Tout le monde se sent concerné à l'heure d'aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon. Vu dans la situation où on est actuellement, on est obligé d'être concerné. Moi, mes taf, je gagne un salaire, je gagne un SMIC. Mais quand on a fini de faire les courses, quand on a fini de payer de l'eau, fini de payer le loyer, fini de payer l'électricité, il ne reste plus rien. Jordan a lui aussi participé à ce mouvement des Gilets jaunes. À 28 ans, il a manifesté pour la première fois. J'en ai marre. On est ici tous les jours. Donc on est parti, on n'a rien à faire, mais on tourne en rond. Les gens se battent pour la vie chère. Moi aussi je la vois chère, mais j'ai pas beaucoup de ressources, j'ai que le RSA. Et donc c'est 470 €, donc c'est pas grand chose en fin de compte. Malgré son BEP et son bac pro-vente, il est au chômage. Il fait partie des 43% de jeunes de moins de 29 ans sans emploi à La Réunion.
Un malaise social palpable chez les jeunes, les chômeurs, les bas salaires, mais aussi chez les retraités comme Mireille. À 66 ans, elle a aussi participé au barrage. Elle veut nous montrer son appartement. Mais ici, ce n'est plus vraiment chez elle. Son petit-fils a déclenché accidentellement un incendie. Faute d'avoir les moyens de payer l'assurance et de réparer les dégâts, cet appartement est resté en l'état. Mais Mireille continue de payer le loyer, 300 € par mois, la moitié de sa retraite. Alors elle n'a compté que sur elle-même et a enfilé un gilet jaune. J'ai compris que si on ne se manifeste pas, on n'a rien. Et ici, toutes les portes sont fermées. Donc, si on n'essaye pas de les ouvrir, on ne pourra jamais s'en sortir. J'ai un de mes fils qui m'ont dit « Maman, qu'est-ce que tu viens faire là? Il y a des jeunes, il n'y a pas de personnes avec des béquilles. Qu'est-ce que tu viens faire là ?» J'ai dit « Regarde, il y en a des gens qui sont comme moi. » J'ai dit « Et la population, il y en a plein qui sont comme moi. Si ça peut débloquer des choses pour les autres et même pour moi, je ne vois pas pour quelle raison je ne le ferai pas. » La détresse sociale a amené les Réunionnais dans la rue. Un cri du cœur, un cri du peuple pour lutter contre les injustices sociales à La Réunion. Alors derrière ce mot d'injustice sociale, évidemment, on a mis beaucoup de choses. Il y a la volonté, ce qu'on perçoit, de sortir d'un système capitaliste. Est-ce que ça, c'est une volonté réelle ou est-ce que c'est un vœu pieux? Lorita, je vous pose la question. Écoutez, la Réunion, on a confondu l'évolution technologique, la profusion de structures, parce que ça manque pas, hein, les bâtiments à La Réunion. On a cru que voilà, on était dans un vrai développement. Mais malheureusement, un vrai développement, c'est pas ça. C'est d'abord de l'humain, c'est-à-dire de l'humain debout, l'humain qui est respecté dans sa dignité. Et je pense que les différentes décisions, orientations, les différentes stratégies qu'il y a eu à La Réunion, c'est ça qui a fait défaut. Parce que, et du coup, voilà, c'est basé, on peut parler de capitalisme, parce que on est réduit justement à consommer quand l'appellation de vie chère, là, moi je trouve cette appellation-là erronée, dans le sens que, oui, notre vie est chère, mais très chère même, mais on se pose même plus la question comment je consomme. On va consommer pour consommer, même si c'est cher, on va se sacrifier pour manger. On ne se questionne plus quel produit je mange, même si c'est pas bon pour notre santé. On va s'endetter. Vous voyez, et ça c'est grave parce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'humain a perdu toutes ses valeurs, a perdu son sens. Et il nous faut nous responsabiliser. Finalement, c'est-à-dire qu'il nous faut reconstruire un autre développement. Voilà, d'être plus sur l'humain, sur l'estime de soi dont on parlait tout à l'heure que sur un mode consumériste. Martine, vous, comment vous réagissez à ce sujet et qu'est-ce que vous avez envie de dire ? En fait, effectivement, il faut, on dénonce énormément aussi les monopoles de la grande distribution. Mais dénoncer ne suffit pas. Il faut aussi créer des alternatives. Créer des alternatives, ça peut être créer des centrales d'achat locales, vraiment financer, aller l'investir sur l'actionnariat populaire, permettre aux gens de créer leur propre structure, mais c'est aussi planter pour manger et faire soi-même. Donc changer son mode de consommation, c'est ça aussi, c'est réapprendre à faire ensemble, parce que on a des terres en friche, on a des jardins partagés, et comment est-ce que ensemble on peut réapprendre à faire ce dont on a besoin. Est-ce que c'est pas un peu naïf d'imaginer que l'autosuffisance alimentaire à laquelle vous faites allusion nous fera échapper à la tentation du consumérisme? Je ne sais pas, je vous pose la question, Madame Baretch. Moi, je crois qu'on a confondu modernité et bonheur. On pensait que en ayant les grandes routes, les immeubles, etc., on allait être automatiquement heureux. C'est pas si simple.
il y a tout le reste. Et on a négligé le reste. La deuxième chose, je pense qu'on a construit pendant 70 ans avec les mêmes, sur un même système. Ça ne s'appelait pas colonial, mais ça a été post-colonial. Et on a installé des systèmes extrêmement fermés, monopolistiques, que ce soit pour tout, la consommation, la construction, tout. Et ce système, il faut vraiment le défaire. L'exploser, c'est nous mettre sans aucune solution. Et je pense que la sécurité alimentaire est un vrai enjeu. Moi, je ne pense pas qu'on peut faire l'autonomie, c'est pas vrai. Mais la sécurité, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et on l'a vu pendant les Gilets jaunes, blocage, on ne sait plus ce qu'on mange. Or, si on avait cultivé et si on cultive encore plus nos terres, l'élevage, etc., on pourrait sécuriser, quelle que soit la situation, la population. Et politiquement, c'est de la responsabilité des politiques locaux. Alors, il faut du courage, il faut de la prise de risque, il faut de la confiance en soi. Comment redonner confiance, voilà, toutes ces manifestations, ces blocages qui ont créé aussi de la perte de salaire pour beaucoup de Réunionnais qui n'ont pas pu aller travailler. Comment redonner confiance, envie et espoir et arriver à construire cette nouvelle société? Rapidement, Martine, parce qu'on va arriver à la fin de notre émission. Se dire qu'on ne construit pas pour nous, mais pour nos enfants. Et ça, c'est un commun qu'on a fondamental. C'est comment construire cette réunion de façon à ce que nos enfants puissent vivre de façon saine et digne, en fait. Et ça, je pense que ça rejoint, tout le monde se rejoint là-dessus. Quelle que soit l'histoire, quelle qu'il soit, qui nous est séparés et divisés. Mais alors ce ça, comment, qu'est-ce que vous mettez derrière ce comment? Le comment est en train de se construire, c'est-à-dire que arrêter le vertical et aller sur l'horizontal, prendre le temps, parce que le temps de la société n'est pas le temps du politique. Le politique nous presse, on veut des réponses, etc. Nous, on leur dit, laissez-nous le temps de nous rencontrer, de discuter avec nous, de nous entendre et de créer ensemble. Et vous, Laurita, en une phrase? Je pense qu'il faudrait refaire appel à la responsabilité de chacun. Moi, je suis d'abord une mère de famille, une grand-mère, un citoyen, et moi, je trouve que chacun de nous doit être responsable pour porter ce projet cohérent pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est-à-dire, on a oublié de s'aimer. D'abord, c'est ça. On fait, voilà. Et je pense que les Réunionnais, ils ont quand même une force. Tout à l'heure, vous avez parlé de faire une grande psychothérapie. Et je pense que nous le faisons tous les jours, individuellement, parce que pour tenir dans cette incohérence, dans ce marasme-là, il faut vraiment avoir de la solidité. Et nous l'avons. Ce qui nous manque, c'est avoir confiance en nous et prendre notre responsabilité, de dire que on veut ce projet cohérent, pas uniquement dans les mots. On a dit là, allez recultiver la terre, les plantes tomates de nom, petit peu dans notre jardin. Allons essayer de comprendre comment se reconnecter à soi-même. On est d'abord soi avant d'être l'autre. Et je pense qu'on peut y arriver. Si on se fait confiance, et on nous fait confiance, on va y arriver. Alors faisons-nous confiance. Est-ce que l'élu que vous êtes, est-ce qu'un homme politique, une femme politique est un citoyen comme un autre? Oui. Ah ben oui. Enfin, moi, je vis comme tout le monde sur la terre réunionnaise. Un jour, je ne serai plus élue. Je vais être grand-mère et je vais mourir sur cette terre-là, en tout cas, j'espère. Et que ma préoccupation, c'est comme n'importe quelle réunionnaise et réunionnais, c'est de la préserver pour moi et pour mes enfants. Enfin, il n'y a pas d'élu, c'est un temps. Est-ce que cet avenir, je vous coupe la parole, pardon, mais vous l'imaginez avec un affranchissement du post-colonial dont vous parliez tout à l'heure? C'est absolument nécessaire. Et c'est une responsabilité individuelle. Vous savez, tout ce qu'on est en train de se dire, moi quand je vais sur les réseaux sociaux, ça n'est pas aussi évident. Chaque Réunionnais doit choisir. Est-ce qu'on veut plus de voitures? Est-ce qu'on veut plus de confort matériel? Ou est-ce qu'on est prêt à faire quelques sacrifices, revenir comme nous on considérait un retour en arrière. Moi, je pense un grand pas en avant pour nous concentrer sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être dans l'océan Indien, dans le monde, que nos enfants puissent voyager, mais puissent revenir, puissent être heureux. L'environnement, on n'en a pas parlé, l'environnement, c'est un vrai souci. Tout à l'heure, il y avait un jeune qui disait, il fait une formation de bac commerce pro-vente. Ça n'existe plus comme métier. Qu'on arrête de faire des formations qui ne mènent
à rien. Et il y a des prises de risques qu'on n'ose pas faire parce qu'on n'a pas confiance. Et franchement, on est une population résistante, résiliente, on l'a montré dans l'histoire et on est capable de le faire. En tout cas, on l'a bien compris avec vous trois, mesdames. Un immense merci parce qu'on arrive à la fin de cette émission, d'avoir en tout cas contribué encore à libérer la parole. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à prendre le temps d'écouter ce qui vient d'être dit. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine et d'ici là, continuons à espérer.